Salut les Blooders, c'est Marcel. Je sors de mon silence de plusieurs mois, mais il fallait que je vous parle du Project Blue. Je trouve que c'est génial cette annonce qu'on a eue. Alors c'est pas vraiment une annonce, c'est un projet, mais ce projet il est vraiment génial pour le jeu Casu, pour développer le jeu Casu à Flesh and Blood. Et moi je me suis vachement hypé et emballé pour ce projet. Et du coup, je voulais faire un petit point avec vous sur ce projet. Pour moi, c'est vraiment la meilleure annonce qu'on pouvait avoir par rapport au jeu Casu, parce que c'est un nouveau format qui vient, pour moi, ça vient corriger et remplacer le Commoner et le Blitz. D'avoir accès aux rares, bah, ça développe vachement les possibilités qu'on avait en Commoner. Et puis d'avoir une banlist. Alors on va regarder un peu la banlist ensemble, mais cette banlist, eh ben, elle permet des tests que j'ai pu faire, du premier tournoi qu'on a pu faire le week-end dernier dans ma boutique à Besançon. Je trouve que pour le moment il n'y a rien de complètement dégénéré qui sort du format, et du coup ça a l'air vachement prometteur. Donc cette banlist, elle est super intéressante parce qu'en Commoner, on avait tendance à jouer toujours un peu les mêmes cartes. On avait tendance à jouer le Hearten Cross Trap, le Goliath, les Snaps dans beaucoup de decks. Rosetta, c'était un souci aussi. Alors, il y a eu des tentatives pour équilibrer le Commoner, mais ces derniers mois, le Commoner, il était devenu peu intéressant. Il y avait des decks beaucoup trop forts qui existaient, puis qui empêchaient plein de decks d'exister. Là, quand on regarde la banlist de Project Blue, ça, ça a l'air d'avoir été très bien fait, parce qu'on a les trucs problématiques qu'il y avait en Commoner, hein, notamment Rosetta, Waning Moon qui rend Icelander beaucoup trop forte. Et ben là, on n'a pas ces soucis-là. Donc pour le moment, ça a l'air d'être costaud cette banlist, hein. Le fait de bannir Sync et Fate, c'est génial parce que ça oblige à aller chercher d'autres solutions dans les classes pour trouver des réactions de défense dans les classes quand on veut faire un deck qui veut défendre. Et alors le seul truc, la banlist, elle va forcément évoluer, hein, au fur et à mesure que le format va se développer. Avant que ce soit officiel, je pense que la banlist va évoluer. Moi, s'il y a un truc qui me pose question, c'est les équipements Blade Beaconer. Je trouve que ces équipements, ils sont là dans les decks qu'on fait, on retrouve un peu trop souvent ces équipements un peu par défaut, et ils sont un peu trop, peut-être un peu trop forts à mon goût. En fait, ils prennent la place des équipements de classe, donc c'est un peu dommage qu'il y ait des génériques qui prennent la place de cartes de classe. C'est le souci qu'on avait avec Think Below et Fate Forcing, et là on retrouve un peu ce souci avec les Blade Beaconer. On a des decks qui, je pense, vont en jouer par défaut, vont jouer 2 ou 3 Blade Beaconer faciles en main deck. Donc est-ce que faudra ban aussi Blade Beaconer? Je sais pas, hein, je les laisse faire, puis on verra ce qui va sortir du format dans les semaines qui viennent, hein. L'événement, c'est au mois de juin, je crois, en Nouvelle-Zélande. Mais du coup, c'est quand même super sympa d'explorer le format à partir de cette banlist. Et donc moi, j'ai commencé par me faire 3 decks. Je me suis fait Dorinthea Dawnblade, qui tourne plutôt bien, qui est plutôt aggro. Il y a pas mal de cartes qui défendent à 2 par rapport à l'ancien deck de Blitz. Et ben c'est peut-être un peu moins bon défensivement. Dans Eevee Eaters, il y avait pas mal de
il y avait pas mal de supports guerriers qui défendaient à deux. Donc ça fait penser, franchement ce format, il fait un peu penser au tout début du jeu en Blitz, donc je pense que c'est pour ça aussi que ça me parle autant. Je retrouve un peu les sensations du Blitz quand on avait, alors c'est pour les vieux briscards du jeu, mais quand on avait démarré le jeu fin 2020, quand il est arrivé en France en Blitz, on n'avait pas forcément toutes les majestiques, toutes les légendaires tout de suite. Et du coup, on retrouve ces sensations-là, c'est-à-dire de blitz un peu sans trop de puissance, sans trop de trucs dégénérés, comme c'est maintenant le cas en blitz. Hein, le blitz a vécu, je pense, comme format. Mais là, sans les majestiques, eh ben, on retrouve un peu ces sensations-là. Et moi, c'est vraiment le format qui m'a fait accrocher au jeu, le format jeune, c'est-à-dire un format où il y a tout de suite une tension qui est très forte, avec des parties qui sont rapides, qui sont très dynamiques. C'est ça qui m'a plu tout de suite dans Flesh and Blood, que le CC, je trouve ça un peu plus plan-plan, dans le sens où alors c'est pas plan-plan parce qu'en CC il y a des trucs très explosifs, mais si on veut enchaîner les parties dans une optique plutôt casu, je trouve le format Young quand même super intéressant, notamment pour les joueurs plutôt occasionnels ou débutants, et d'avoir un format qui tourne bien, pas trop, un peu équilibré dans un format casu Young, je trouve que c'est génial, hein, c'est un grand pas qui est fait par LSS. S'ils arrivent à confirmer là ce projet, ce sera génial d'avoir un format casu. C'est pour ça que je m'emballe, hein, parce que le fait d'avoir un format casu, c'est ce qui nous manquait. Jusqu'à maintenant, il y avait beaucoup de ressources qui étaient mises sur le jeu compétitif, vraiment le jeu pour les joueurs pros. Moi, je suis un profil où j'ai pas de velléité compétitive, et du coup, je me retrouve beaucoup dans ce format plus casu. Donc je me suis fait Dorinthea Dawnblade, je me suis fait Azalea. Alors Azalea, j'adorais la jouer en commoner, c'est mon deck préféré en commoner. Là, elle est un petit peu différente en Project Blue. Alors on n'a plus les snaps, ce qui au départ, la rend quand même vachement moins stable. De pas avoir les snaps, ça change quand même pas mal de choses. On est un petit peu embêté des fois au niveau de la stabilité du deck, parce qu'on a mis une flèche dans l'arsenal et puis on peut pas l'envoyer avec Go Again. Donc c'est pour ça que dans le deck il y a des flèches Go Again comme Falcon Wing, Bolt and Shot, c'est facile aussi de lui mettre Go Again. Et puis forcément avec les rares on a accès au Lace, donc ça augmente la puissance du deck, hein. On a accès à Drill Shot, Bolt and Shot, les Lace en rare, et puis on a accès à Release the Tension qui peut être super forte contre les decks qui veulent défendre avec une réaction de défense dans l'arsenal. Donc le deck est vraiment costaud aussi, Azalea. Pas forcément évident à piloter parce qu'on n'a plus la flexibilité que donnaient les snaps, enfin la stabilité que donnaient les snaps. Là on n'a pas mieux que les Blade Beaconers pour le moment à mettre en bot. Mais faut voir ce qui va arriver, hein, dans Ices, dans Ranger, il y aura forcément des nouvelles cartes. Mais le deck Azalea, plutôt du coup Azalea Tall, hein, qui envoie une grosse flèche Dominate qui est bien boostée, il est plutôt cool si vous appréciez ce gameplay là. Et donc c'est pour notre premier event, la semaine dernière on était 8. Alors ces deux Dorinthea de Azalea, je les ai prêtés à des joueurs de ma commu. On avait notamment des joueurs débutants qui sont venus tester le jeu pour la première fois dans le format Project Blue, et ça s'est très bien passé pour eux.
Et du coup, moi j'ai joué Ira. Alors vous allez me dire, Ira c'est pas très fun. Alors oui, c'est pas très fun, mais en même temps, Ira c'est pour les vieux briscards du jeu, bah, Ira c'est toujours elle qui a été le héros à battre dans les formats dans le format Blitz, hein, au début du jeu. Et donc c'est intéressant de regarder ce qu'Ira a dans le ventre dans ce format Project Blue, de voir si c'est pas un deck trop fort par rapport aux autres decks, de voir si on arrive à la jouer avec le gameplay Ira Control, quoi. Ira qui essaie de bien défendre et de faire traîner la partie pour capitaliser sur son +1. Est-ce qu'on arrive à la jouer dans ce format avec sans sync, sans fade, sans flic-flac? C'était un peu ça que je voulais voir en testant le deck. Alors, spoiler, y a aucun souci, je me fais aucun souci pour Ira, c'est toujours aussi monstrueux, c'est toujours aussi fort comme deck. Puisque j'ai fait 3-0 avec ce deck à ce petit tournoi, à ce premier petit tournoi. J'ai battu Kassai V1, Azalea, donc le deck Azalea que j'avais prêté à un collègue. Je l'ai battu, mais ça a été une partie super serrée, ça a été impressionnant, ça s'est joué à rien. Il a manqué juste un tout petit point de value à Azalea pour tuer Ira à coup de flèche dominate. Ira, elle s'en est sortie, mais vraiment d'un rien. C'était une partie excellente. Enfin, je suis vachement emballé par le format parce que ça nous a fait des parties vraiment chouettes. Vraiment tendu et vraiment qui se joue sur des micro détails à un point de value qu'on va grappiller par-ci par-là. Donc je suis super emballé par le format. Et en finale, j'ai retrouvé Chain Rungate, qui a l'air d'être aussi un sacré client. En commoner, il était déjà super fort, mais là en Project Blue, Chain Rungate, ça a l'air d'être aussi un gros deck. Alors pour le moment on n'a pas encore assez de résultats ou de résultats de tournoi pour avoir une idée de la méta. Donc pour le moment c'est vraiment des impressions sur quelques tests qui sont faits. Mais je vais quand même vous partager ce deck Ira que je trouve, moi que j'ai trouvé, c'est du Ira classique, hein, super stable et super fort. Donc l'idée du deck Control Ira, c'est d'avoir des cartes qui défendent le mieux possible, hein, au départ. Donc il n'y a que 6 cartes dans le deck, dans le main deck, qui défendent à 2. C'est les Bittering Thorns, les Flex Claws et puis les Leg Tap. Ces cartes sont là pour quand même pour être capable de go wide quand on a besoin d'agresser. Hein, quand on commence pas et puis qu'on se retrouve avec 4 cartes, ou quand l'adversaire nous laisse nos 4 cartes, on a besoin d'avoir des moyens de go wide. Sinon on joue qu'avec 2 cartes, hein, sinon on fait Kodachi, une 5 pour 1. Mais si on n'a pas de go again, du coup on est un peu bloqué avec nos 2 cartes. Donc c'est quand même intéressant dans les match-up où on doit à un moment donné trade des points de vie, attaquer les points de vie adverses. C'est intéressant d'avoir des cartes qui permettent de go wide. Donc moi j'ai pris ces 3 là parce que j'estime que c'est les 3 meilleurs parmi les possibilités qu'on a. Bittering Thorns, le hit, le +1 on hit, c'est génial. Flex Claws, quand vous la jouez en premier maillon de chaîne, vous menacez de faire le Tiger qui aura +1 avec Ira. Donc ça devient Flex Claws, dans ce cas-là, si ça touche, ça devient une 5 pour 1 go again. Donc c'est pas mal. Leg Tap, ça paraît pas terrible. En fait, Leg Tap, elle est là juste pour la synergie avec Rising Knee bleu. Comme on joue les Rising Knee bleus, ça peut, vous pouvez vous retrouver, alors c'est situationnel, mais vous pouvez vous retrouver qu'une main où vous faites Leg Tap
à 4 go again, et derrière le Rising avec Ira, il arrive à 4. Le Rising bleu arrive aussi à 4 go again. Donc le Rising bleu, ça devient une 4 go again, ce qui est quand même pas mal pour une bleue. Donc l'Ectap est là pour cette synergie. En commoner, je jouais le Rising rouge. Là, on a des meilleures alternatives. Et puis c'était pas forcément évident d'attendre le moment où on avait l'Ectap et Rising où on pouvait les jouer ensemble le même tour. Donc là, les Rising rouges ont sauté. Alors peut-être qu'ils sont toujours dans le maybe side. Ouais, ils sont toujours là. Et puis éventuellement, on peut faire le blackout kick, puisque c'est une rare, on a accès à ça. Je l'ai pas mis, je trouve ça un peu gourmand, mais ça peut être envisagé. Dans les cartes qui permettent de go wide, les alternatives c'est cut through, qui peut être pas mal. Alors la seule condition, le cut through, il a une condition pour avoir go again, faut que la dague touche. Et comme on est dans un format où on a beaucoup de blade beaconner avec des équipements qui défendent, ça me paraît un poil situationnel pour le rentrer, hein, sinon. Mais si vous pensez que vos dagues touchent à chaque fois, bah, ça vous fait quand même avec Ira, ça fait une 5 go again pour 0, donc c'est quand même, ça peut être une bonne alternative. Les 100 wins, ils me paraissent moins intéressants, parce qu'on est que sur du 3 go again pour 0. L'alternative, c'est l'alternative à l'Ectap, c'est Spinning Wheel Kick, qui a une synergie avec lui-même, puisque vous pouvez faire le deuxième peut arriver à 6 avec Ira, ça fait du 6 go again pour 1, mais bon, faut les jouer les deux dans le même tour, c'est quand même vachement situationnel. Et puis l'autre alternative que j'ai pas mis mais qui pourrait s'envisager, c'est le Looking for a Scrap. Il faut avoir défendu avec à ce moment-là, il faut mettre que des bleus qui tapent à 1. Moi j'ai mis plutôt des bleus qui tapent à 2 pour avoir plus de value sur les bleus quand on doit les jouer. Mais si vous jouez, ça peut tout à fait s'envisager de mettre les Looking for Scrap, de jouer des bleus qui tapent à 1. Et à ce moment-là, la condition pour avoir le go again, c'est d'avoir défendu avec une bleue. Mais bon, c'est une condition qui se fait sans trop de soucis en général. Mais comme c'est un tout petit peu situationnel, bah moi je préfère mettre les cartes qui n'ont pas de conditions pour avoir leur go again. Ensuite, on a pas mal de finishers. Donc les flying kick, c'est toujours bien de faire la value de flying kick, hein, d'avoir une 7 pour 2 en fin de chaîne quand on a attaqué avec le Crouching Tiger qu'on crée avec les bots ou ce genre de choses. Ensuite, on a toute une série alors soit c'est des 5 pour 1, soit c'est des 4 pour 0. Donc dans les 5 pour 1, on a Pursue to the Pits of Despair, qui marque on hit, donc ça on y reviendra. Pourquoi c'est intéressant de marque on hit. On a Soon the Alarm qui est génial parce que ça révèle la main adverse, même si on fait pas l'effet, qu'on n'a pas forcément intérêt à faire l'effet d'aller chercher une réaction de défense puis de la remettre dessus. Par contre, révéler la main adverse contre les decks qui jouent beaucoup de réactions d'attaque, en soi c'est un super effet. Les Torrent of Tempo, bah, c'est la base, hein, c'est les cartes de base d'Ira. La 5 pour 1 qui a Go Again on hit. Et puis dans les 4 pour 0, donc on a le Pursue to the Edge of Oblivion qui marque on hit. On a le Soulbed Strike qui a Go Again on hit, ça c'est un classique. Et puis c'est tout. Alors dans les finishers, on a aussi le Soul the Wound, hein, qui est à la fois un finisher et puis du pitch. Mais si les deux dagues ont touché, hein, si vous faites Kodachi Kodachi Soul the Wound, ça vous fait quand même une jaune qui défend à 3 et qui vient pour 4. Donc ça reste une valeur sûre dans le deck, je trouve. Puis c'est intéressant de réduire un peu la densité de rouge
Les Soul the Wound, voilà, ça permet de... Il y a 14, dans le deck, il y a 14 bleus, il y a 6 jaunes. Et du coup, le Soul the Wound, ça s'intègre bien dans les jaunes pour avoir qu'une vingtaine de rouges, pour avoir moins de chances d'avoir des mains toutes rouges. Donc comme je vous disais, les bleus, c'est surtout des... J'ai surtout mis des bleus qui tapent à 2, comme les Soulbait Strike, les Fluster Fist, alors on a celle-là, comme en nouvelle carte de The Hunted, qui, on s'en fiche de son effet, parce qu'elle sera jamais draconique, mais elle tape à 2 pour 0, ce qui est bien pour une bleue, comme les Wounding Blow. Et puis après on a des bleus, donc Rising, je vous ai déjà parlé de Rising, qui a une synergie avec l'Ectap. Et moi j'ai mis les Rushing River et les Crane Dance. Les Rushing ont une synergie avec Torrent of Tempo. Donc c'est toujours pareil, c'est hyper situationnel, mais si jamais votre Torrent of Tempo touche, derrière vous avez une bleue qui vient pour 2 Go Again avec son effet en plus, avec son effet de hit. Donc c'est pas mal. Et pareil, après Soulbait Strike, si vous touchez, c'est une Crane Dance, ça fait une bleue 2 Go Again, qui a en plus son effet de ne pas pouvoir être défendu. Donc c'est situationnel, mais c'est des bonnes bleues à intégrer au deck. Et puis ensuite, on a les cartes qui nous permettent de bien défendre. Si on veut jouer contrôle, l'idée ça va être de bien défendre contre les menaces adverses, et puis de faire traîner la partie pour faire la value des Kodachi avec le plus 1 d'Ira, et puis des cartes. C'est très dur à défendre quand vous faites Kodachi pour 1, Kodachi pour 2, et puis 5 pour 1 avec une bleue. C'est super compliqué de défendre contre. Donc je sais plus où j'en étais, je crois que j'en étais aux cartes défensives. Donc dans le main deck, on a 3 réactions de défense. Alors la plus évidente, c'est Springboard Somersault. Ça, j'ai l'impression que ça va être un peu le Stink Below du format. C'est une carte que tout le monde connaît, parce qu'elle est dans le deck de bienvenue. Vous défendez à 4 de l'arsenal, et ça pitch 2. Donc ça peut être sympa à pitcher. C'est très fort quand on défend avec de l'arsenal. C'est un peu naze quand on défend avec de la main. Si on est obligé de défendre avec de la main, ça peut nous mettre dans des situations un peu compliquées. Donc c'était pas étonnant. Cette carte, on la jouait pas à partir du moment où il y a Sing Below et Fate Forcing légal. Là, le fait que Sing Below soit pas légal et Fate Forcing non plus, ça nous oblige à jouer ça quelque part. Donc il va falloir s'y faire. Ce qui est un petit peu embêtant, c'est quand on pioche les deux en même temps, ou ce genre de choses, ou quand on a déjà de quoi pitcher, puis qu'on a déjà une carte dans l'arsenal, et puis qu'on n'arrive pas à faire de la place pour ça dans l'arsenal. Mais en même temps, ça fait des situations de jeu aussi intéressantes, parce que c'est pas toujours évident, c'est pas toujours évident d'attendre un tour pour la mettre dans l'arsenal et défendre à 4 avec. Mais ça reste une bonne carte qui pitch. Qui peut pitcher pour vous faire Kodachi, puis une 4 pour 0. Donc ça vous permet aussi de contourner son défaut en la gardant pour pitcher. Le souci, c'est que si vous pitchez avec, vous allez la repiocher en fin de partie, puis en fin de partie, c'est pas forcément le moment, c'est pas forcément là que vous voudrez avoir ça dans votre main, parce que vous défendrez à 2 de la main. Donc c'est pas non plus toujours la panacée de la pitcher, mais des fois on n'a pas le choix. Il faut s'en dépatouiller de cette carte. Ça nous met dans des situations des fois un peu compliquées, mais voilà, quand on arrive à faire le 4 pour 0 de l'arsenal, on est quand même bien content. L'autre réaction de défense, donc ça c'est une carte ninja, c'est pas une générique, c'est le Waxon rouge, donc qui défend à 3 pour 0 et qui a
un upside génial si on défend une carte d'attaque qui coûte 0, ben ça défend à 5. Donc si on arrive à faire la value de 5 pour 0, on est vraiment bien. Hein. Dans ce format-là, 5 pour 0, c'est un peu la folie en termes de value. Donc typiquement, hein, si Azalea vous envoie un bolt and shot à 5, ou plus, mais vous faites votre 5 de value sur Waxon. Donc Waxon, c'est vraiment le MVP contre certains decks, hein, qui attaquent à 5 ou plus avec des cartes à 0. Donc super bonne carte. Parfois, en fait, c'est mieux que Think Below. C'est ça qui est fou, c'est que c'est situationnel, mais quand c'est mieux que Think Below, bah, vous êtes bien content d'avoir joué ça, d'avoir ça dans votre deck. Et puis le plancher est bon, hein, 3 pour 0. C'est dans tous les cas, c'est pas nul de défendre avec ça, quoi. Et la dernière réaction de défense, que j'avais pas vu dans la première version du deck, et puis c'est un joueur de ma commu qui me l'a recommandé, c'est le Lay Low. Donc c'est sorti dans The Hunted. Au départ, ça a plutôt la tête d'une carte de limité pour The Hunted, mais là dans le format Project Blue, ben, elle rentre très bien parce qu'elle défend à 3 pour 0 en pitchant 2. Donc on est un peu sur la même value que le Waxon, et puis le pitch de Springboard. Et en plus elle a un défaut, c'est que si on est marqué, on peut pas la jouer. Donc il faut pas être marqué. Il faut si vous tapez des on hit qui marquent, comme les deux là, hein, comme les deux pour Chou, et ben il va falloir bien bloquer parce que vous voulez pas être marqué pour pouvoir jouer ça. Ou alors carrément vous la jouez sur la carte qui veut vous marquer, puis comme ça vous êtes tranquille. Mais si vous êtes marqué puis que vous piochez ça, là vous êtes mal. Donc faut bien défendre les effets qui vous marquent. Donc ça peut être relou en fait contre certains decks. Alors il y a peu de decks qui marquent, mais les assassins, ils peuvent vous faire chier là-dessus. Donc peut-être qu'il faut la virer contre les assassins. Mais bon, contre les decks qui ne marquent pas, vous êtes tranquille, vous pourrez défendre avec ça. Et puis si vous avez marqué votre adversaire avec ces 4 cartes là, c'est ça qui explique la présence de ces 4 cartes, hein, c'est le seul intérêt. Si ça a touché et que vous avez marqué votre adversaire, et ben vous avez un petit bonus, enfin même un gros bonus, hein, vous avez un point de value de plus contre les decks wide, puisque leur prochaine attaque aura -1. Donc vous faites 4 de value avec une carte qui pitch jaune. C'est un peu du niveau de Springboard dans ce cas-là. Mais dans tous les cas, même sans Think et Fate, on a des bonnes cartes pour se défendre, et puis mettre en place le gameplay d'Ira Control. En side, j'ai mis les nulles runes au cas où j'affronte sorcier, même si les sorciers ils sont pas très pimpants dans ce format avec le ban de Waning Moon. Mais bon, Ira Control, c'est un peu sorcier, c'est un peu le truc qui pouvait tuer Ira à l'époque en Blitz. Donc Ira, elle doit un peu respecter quand même les sorciers. Calming Breeze, je l'ai mis un peu par défaut, parce que je cherchais une carte polyvalente. C'est un peu ça, c'est à voir en fonction de votre méta en fait, parce que là ça peut être pas mal contre les decks wide, Calming Breeze, ou les decks qui font des toutes petites attaques. Je sais pas si Syndra elle est jouable dans le format, ou contre Ninja, hein, c'est pas mal, hein. Dans le miroir c'est pas mal. J'hésitais, j'ai pas mis Arcane Polarity. Arcane Polarity c'est super, mais ça marche que contre les decks
que contre les Runeblade et les Wizards. Ça me paraît quand même plus polyvalent. Mais c'est pas sûr que ça reste. C'est vraiment la carte qui peut virer selon l'environnement où vous êtes. Le Healing Balm, il est super important quand vous voulez fatiguer votre adversaire. Contre Dash ou Chain, gagner 3 points de vie, ça va vous permettre de bien plus facilement les fatiguer, hein, de pas crever avant qu'ils se fatiguent tout seuls. Donc là, c'est un peu Sigil of Solace en moins bien, parce que ça vous prend votre point d'action. Vous pouvez pas le jouer pendant le tour adverse, et puis pendant votre tour, ça vous prend votre point d'action. Mais il y a des en fait, vous le jouez à la place d'un finisher. Hein. Vous faites Kodachi, Healing Balm, et ben vous êtes bien. Vous le faites tour 0 quand vous commencez. Enfin, cette carte, elle rentre quand même dans pas mal de match-up quand on veut jouer fatigue. Et puis dans le miroir, elle serait très bien aussi, parce que elle évite de se faire Kodachi lock avant l'adversaire. Reinforce, carte excellente contre les decks Tall. Donc ça c'est ça qui m'a sauvé la vie contre Azalea. Hein, Azalea qui m'envoie Drill Shot à 7 Dominate avec Release the Tension en fin de partie, alors que je suis à 1, et ben ça me sauve de pouvoir bloquer à 7 avec une seule carte de la main. Donc contre les decks Tall, Reinforce, c'est vraiment votre MVP. J'hésitais même à rentrer les jaunes, parce que les jaunes peuvent être très bien. Hein. Pitcher jaune, c'est très bien dans le deck. Ça défend à 3, enfin ça rajoute 3, donc ça contre aussi très bien Dominate. Ce qui est vraiment fort avec Reinforce, c'est que vous pouvez contrer Dominate en fait sans arsenal. De votre main, vous défendez avec une carte et vous jouez ça même de votre main, et vous contrez Dominate sans avoir d'arsenal. Donc c'est vraiment aussi une carte, je pense, qui sera beaucoup jouée dans le format en side, plutôt en side contre les decks Tall. Contre les decks white, c'est pas terrible. Hein. Il faut que si vous voulez faire la value de cette carte, il faut au moins qu'en face il vous attaque pour 7 à un moment dans la partie. Sinon vous faites pas complètement la value, donc sinon ça vaut pas trop le coup de la rentrer. Mais très très bonne carte en side qui va rentrer, je pense. Et puis le side aussi qui me paraît très fort dans le format, c'est Smash Up. Je pense que c'est la meilleure disruption auquel on peut avoir accès dans ce format en générique, puisque c'est une 5 pour 1. Alors son petit défaut, c'est qu'elle défend à 2, c'est pour ça qu'elle n'est pas main deck, hein, si elle défend mal. Mais si ça touche, ça bannit une carte d'attaque dans l'arsenal adverse. Donc contre pas mal de decks, les decks où il vous faut, les decks où vous n'allez pas forcément attaquer les points de vie, mais vous allez essayer de fatiguer l'adversaire ou de le disrupt, et ben ça rentre. Donc typiquement Dash et Chain, qui je pense sont pas forcément les meilleurs match-up d'Ira, parce que ça peut être beaucoup trop explosif pour Ira. Et ben ça vous fait de la disruption contre ces decks. Alors contre Chain, ça marche moins bien que contre Dash, parce que Chain n'a pas que des cartes d'attaque. Il peut avoir mis autre chose dans son arsenal. Mais voilà, typiquement contre Dash, ça c'est assez génial, parce que ça l'oblige à soit à défendre avec 2 cartes, soit à perdre son arsenal. Donc c'est une très bonne carte à mettre en side. Voilà ce que je pouvais vous dire sur mon deck Ira, qui s'est très bien comporté. Ah oui, je vous ai pas parlé des équipements, mais c'est la même chose qu'en Commoner, hein. Puis en tête, on a le Blade Beaconner, évidemment. Mais avec les équipements, vous faites votre petit Tiger à 2. Vous essayez de les craquer le même tour. Hein. Vous défendez avec vos équipements, et puis vous craquez tout le même tour. Vous faites votre petit Tiger à 2. Et vous avez une ressource en plus pour faire votre tour, pour mettre un coup de Kodachi supplémentaire, ou pour finir avec un Flying Kick, ce genre de choses. Ces équipements, ils
il vous donne une value qui est, qui est vraiment bien. On pourrait envisager de mettre tout en Blade Beaconner, puisque ça, le Blade Beaconner, il vous fait une value de 2, sauf contre Ranger. Contre Ranger, le Blade Beaconner, il vous fait que 1 de value. Donc c'est pour ça que je préfère aussi les équipements ninja, parce qu'au moins vous êtes sûr d'avoir la défense et puis leur effet en plus. Donc voilà, un deck à mettre entre toutes les mains pour les personnes qui veulent essayer le Project Blue, et à voir comment le format va se mettre en place, à voir comment la méta va se mettre en place. Mais je ne serais pas étonné que Ira soit dans les, comme d'habitude, hein, soit dans les decks tiers 1 de Project Blue. Je vous souhaite une bonne découverte de ce format qui me paraît assez génial, et je vous dis à la prochaine. Ciao les Blooders!